Donc, Olia et Solange vous ont dit comment je m'appelle. C'est effectivement Gwenine. Et vous avez eu la démonstration en direct que ce n'est pas tous les jours facile de s'appeler Gwenine. Souvent répété plusieurs fois, mais moi je l'aime bien quand même mon prénom. Je l'aime vraiment beaucoup parce que j'en connais aucune autre qui s'appelle comme ça. Alors, en fait, si. J'en connais une autre qui s'appelle comme ça, mais elle n'existe pas dans la vraie vie. Parce que Gwenine, c'est une héroïne de bande dessinée. Je ne sais pas si les parents se rendent compte de l'imaginaire qu'ils vont donner à leurs enfants en choisissant un prénom. Moi, c'est Gwenine. Alors voilà, ben, j'assume, hein, je suis obligée. Et Gwenine, comme vous pouvez peut-être remarquer, j'espère que de loin vous voyez quand même, Gwenine, elle a des pouvoirs magiques. Elle peut exaucer des vœux comme ça quand elle le souhaite. Alors, je sais pas, on peut essayer. Est-ce que quelqu'un a un vœu particulier? On essaye? On essaye, en général ça marche. Alors on va essayer que les cheveux d'Henri ne tombent plus. Alors on se concentre. Vérifie. Est-ce qu'il y en a un seul qui est tombé depuis le coup de baguette magique? Non? Depuis 10 secondes, je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon, ça marche. Alors, moi j'aimerais... Oh ben, j'aimerais que cette conférence, elle se passe bien. Ouais, génial, il y a plein de monde, tout le monde est hyper souriant. Ça va super bien se passer. Trop cool. Et alors, vous avez peut-être remarqué autre chose de particulier avec Gwenine dans la bande dessinée, c'est qu'elle est tout le temps dans la nature. Dans la forêt, dans la prairie, comme ça, elle adore la nature. Alors ben, moi aussi, j'adore la nature aussi. Ouais. Et des fois, ça me rend quand même assez triste de voir dans quel état on a mis la nature. Ma petite planète chérie. Vous aussi, ça vous touche un petit peu? Est-ce qu'il y a un sujet qui vous touche particulièrement concernant l'écologie, l'environnement? Voilà, c'est organisé par les Bourgeons du Lac. Il y a les jardins, les animaux, les océans, les océans aussi, les légumes, les fraises. J'entends les fraises là, c'est très important. Oui, il y a souvent l'histoire des déchets aussi, évidemment, c'est très important. Moi, il y a un sujet qui me fait flipper aussi, c'est le nucléaire. Enfin bon, on va pas pouvoir parler de tous les sujets de l'écologie, de l'environnement, là comme ça en 1h30 de conférence. Donc j'ai sélectionné 4 sujets principaux qui me semblent particulièrement importants et ça fera comme ça le plan de la première partie de cette conférence. Donc en premier lieu, je parlerai d'énergie et de pénurie en matières premières. Ensuite, je parlerai de la biodiversité. Et puis, bien entendu, vous n'échapperez pas au sujet du climat. Et je finirai aussi par un petit point sur l'économie et le lien entre l'économie et l'écologie. J'ai l'impression d'avoir passé ma vie à lutter, à faire tout ce que je pouvais pour l'environnement, pour la planète. Alors, j'ai commencé assez jeune à manger moins de viande. Et d'une manière générale, à consommer moins. Hein. Puis au niveau alimentaire, plutôt bio, local. Alors après, bien entendu, il y a aussi les questions d'économie d'énergie. Hein. Donc couper les appareils en veille, utiliser la voiture le moins possible. Pour l'eau, il y a un récupérateur d'eau, j'utilise des toilettes sèches aussi. Et puis
puis, bien entendu, je signe toutes les pétitions possibles, hein, papier, numérique. Alors, je fais aussi partie de différentes associations. On milite, on organise des conférences, des manifestations, et même des actions non violentes. Alors, on a régulièrement des petites victoires, hein, mais sur le global, ça va quand même de plus en plus mal pour ma petite planète chérie. Oh là là. Et moi, je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'on est quand même assez nombreux comme ça à se battre, et puis moi en particulier, depuis tant d'années que je fais tout ce que je peux pour ces questions-là, et si peu de résultats. Je comprends pas. J'ai bien réfléchi par moi-même, j'ai lu des livres, je me suis documentée. Je ne trouvais pas la réponse. Pourquoi je suis aussi impuissante malgré tous les efforts que je fournis? Puis assez récemment, j'ai fini par comprendre. J'ai compris le truc qui me manquait. En fait, c'est en allant consulter. Oui, des psys. J'ai compris le truc qui me manquait à moi personnellement. C'est la baguette magique. Mais oui, moi on m'a donné le prénom d'une fée. Mais on m'a pas donné les pouvoirs magiques qui vont avec. Moi si j'avais eu des pouvoirs, j'aurais fait plein de trucs. Ah bon? Excusez-moi, je fais un petit peu de relaxation du Tai Chi Chuan. Parce que c'est pas facile le sujet de ma conférence. Alors je sais, ça va pas être facile pour vous, mais pour moi non plus quand même. Alors essayez de rester quand même. Parce que la deuxième partie est beaucoup plus positive. Hein. Bon, sur la première partie, si vous voulez fumer une clope, bon, c'est ok. Mais essayez de rester jusqu'au bout quand même. Ce que je fais là, c'est du Tai Chi Chuan, vous avez reconnu. J'ai commencé le Tai Chi Chuan en 2003. À ce moment-là de ma vie, le micro s'est décroché. Hop. Donc à ce moment-là de ma vie, le micro grésille. Donc je reprends. À ce moment-là de ma vie, j'ai commencé le massage à titre professionnel. Et donc j'avais besoin du Tai Chi Chuan pour 3 choses. La première, c'était d'être bien relaxé, d'être bien détendu. On ne peut pas relaxer les autres si on est stressé. La deuxième, c'était de savoir comment avoir de la force, sans me fatiguer, pouvoir mettre de la pression, et puis pouvoir faire des gestes amples comme ça, sans rupture. Et la troisième raison, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire du massage, les gens m'ont dit vous êtes donc énergéticienne? Ah non, 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 moi je fais du massage de relaxation, c'est du bien-être. Mais si, bien sûr, c'est du massage énergétique. Non, je vous dis que c'est du massage de bien-être. Mais si, t'es énergéticienne, bien sûr. Non, 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 je ne suis pas énergéticienne. Je sais ce que c'est, énergéticienne. Je l'étais avant. Maintenant, je fais du massage. Oui, parce que avant, j'étais ingénieure en énergétique. Alors, pour devenir ingénieur, il faut faire des études. Hein. Et déjà, étudiante, j'avais un côté babagoule bien affirmé quand même. Et là, vous vous dites, c'est chouette, l'énergétique pour une écolo. Les énergies renouvelables, les éoliennes, le solaire, les économies d'énergie.
Non, non, non. Pas pour moi en tout cas. Bon d'accord, j'ai fait mes études il y a très longtemps, le siècle précédent. On peut même dire le millénaire précédent d'ailleurs. Hein. Et donc à cette époque-là, moi, on m'en a pas parlé. Mais alors pas un mot en 5 années d'études. À tel point qu'un jour, un copain de classe craque et il interrompt le professeur au milieu d'un cours. Monsieur, mais dites-nous, je comprends pas. On n'a que des cours sur des machines qui fonctionnent au pétrole, le raffinage du pétrole, etc. Les avions supersoniques et tout ça, alors qu'on nous dit que du pétrole, il n'y en a plus que pour 50 ans. Oh, le prof, il ne s'est pas démonté. Hein. 50 ans? Ce sera le temps de votre carrière, où est le problème? Ok, la pénurie énergétique. Alors on en entend parler quand même depuis fort longtemps, c'est vrai. Hein. Ma mère me raconte aussi que quand elle était jeune, on lui disait aussi qu'il n'y en avait plus pour 50 ans. Quels sont les éléments? Le pic du pétrole, pareil, on nous a dit, enfin a priori, il serait peut-être même déjà passé. Pourtant, on sent bien qu'à un moment, ça va manquer. Moi, il y a une façon, je trouve, assez claire de comprendre le problème et de l'appréhender, c'est de parler du taux de retour énergétique. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer, c'est pas compliqué. Alors, dans les premiers gisements de pétrole qu'on a découverts, on a l'impression que le pétrole, il sortait tout seul comme ça du sol. Bon, en vérité, il y a quand même une pompe qui permet d'extraire le pétrole et de le faire sortir. Et cette pompe, ainsi que les autres infrastructures, elles consomment un petit peu d'énergie. Donc, un petit peu de pétrole. Et dans les tout premiers gisements, quand on consommait 1 litre de pétrole, enfin quand la pompe consommait 1 litre de pétrole, ça permettait d'en extraire 100. On ne va pas parler en litres, on va parler en barils. Donc 1 baril de pétrole permettait d'en extraire 100. Aujourd'hui, les gisements terrestres, qui ressemblent un petit peu plus à ça, ils ont un taux de retour énergétique de 40 pour les plus productifs et en moyenne 8. Donc ça veut dire qu'on consomme 1 baril de pétrole pour réussir à en extraire 8. Alors comme on commence à avoir fait le tour des gisements terrestres, eh bien on va chercher le pétrole en mer. On appelle ça le pétrole offshore. Et là, le taux de retour énergétique, il est de 15 et même de 7 quand on parle de offshore en eau profonde. On ne parle même pas des risques de marée noire, hein, juste de taux de retour énergétique. Est-ce que vous reconnaissez ce camion? C'est pour symboliser les gaz, non pas les gaz de schiste, j'ai pas le chiffre, les sables bitumineux. Pour ceux qui ont vu des images, c'est véritablement l'apocalypse. Ils ont détruit des forêts primaires pour extraire du bitume qui est mélangé avec du sable. À votre avis, le taux de retour énergétique? 3. Il est de 3 pour faire du bitume. Et il est même plutôt de 1,5 quand on veut en faire du pétrole, de l'essence. On arrive quand même à consommer 1 baril de pétrole pour réussir à en faire 1,5 baril d'essence. Moi, ça me fait un peu penser à un drogué qui irait récupérer des vieux mégots dans des cendriers pour se faire encore une clope, une dernière clope. Et bien, on en est arrivé là. Alors ça, c'est vrai pour les ressources en énergie, et c'est vrai également pour plein d'autres matières premières. On en dénote une trentaine qui sont critiques. Ça veut dire que dans les dizaines d'années qui viennent, on risque vraiment d'avoir du mal à extraire à nouveau ces matériaux. Il y a par exemple le cas de l'or, du cuivre et de l'argent, qui sont des matériaux que l'on connaît bien. C'est le cas aussi du zinc. Le zinc, c'est indispensable pour faire de l'acier inoxydable. Alors, il y a aussi le phosphore.
Le phosphore, c'est un élément qui est indispensable à la croissance du monde végétal. Et donc, c'est énormément utilisé en agriculture, dans les engrais, pour augmenter les rendements. Voilà, donc après, il y a tout ce qui est métaux rares, qui portent bien leur nom, qui servent pour certaines batteries électriques, pour certaines éoliennes, pour les écrans plats, et puis vous savez aussi pour les écrans tactiles. Ouais. Bon. Moi, remarquez, cette histoire de pénurie en énergie et matières premières, ça ne me fait pas si peur que ça, personnellement. Hein. Parce qu'il se trouve que dans mon enfance, j'ai eu une expérience très particulière. C'est que mes parents avaient acheté une vieille ferme en ruine. Et donc, ils ont retapé cette vieille ferme pendant toutes les vacances. Ce qui explique que, sur toutes les photos de vacances, ma mère a un foulard dans les cheveux. Parce que c'est vrai que pour bricoler, il n'y a rien de mieux. Alors, ils ont retapé cette vieille ferme en ruine et ils ont gardé toute l'authenticité et comme ça, on vivait à l'ancienne. Alors, le sol était en terre battue et puis pas de raccordement, ni à l'eau, ni à l'électricité. Zéro facture. Et alors, tout avait beaucoup plus de charme le soir, le moment d'enflammer la lampe. Oh là là, c'était bien. Puis j'étais fière d'aller chercher de l'eau, d'aller pomper l'eau aux pluies. Et donc, comme ça, on vivait très simplement. Alors, je peux vous assurer que vu le mode de vie de mes parents le reste de l'année, c'était pas par conviction écologique. Non, non, non. Non, non, c'était vraiment juste pour le plaisir. Aujourd'hui, on appellerait ça la sobriété heureuse. Comme quoi, on n'a pas eu besoin d'attendre Pierre Rabhi. Donc voilà, moi, la pénurie, ne fait pas trop peur. Non. Par contre, le problème, c'est que je ne suis pas toute seule sur Terre. Je ne sais pas si vous, ça vous fait peur, mais on est quand même vachement nombreux. Ça, c'est l'évolution de la population mondiale sur 2000 ans. Donc au début, ça montait hein, mais doucement. En 1800, on était 1 milliard sur Terre. En 1930, 2 milliards. Un peu avant ma naissance, on était déjà 4 milliards. Et aujourd'hui, on est 7,5 milliards d'humains sur Terre. Moi, quand j'ai vu cette courbe, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, en fait, c'est la découverte du pétrole et un petit peu avant, le recours massif au charbon. C'est pas que moi qui fait le lien entre l'évolution de la population humaine et les ressources en énergie. Hein. Le lien est bien là. En fait, on a quand même beaucoup de mal à voir le rapport qu'il peut y avoir entre cette explosion démographique et l'énergie. Parce qu'on ne se rend pas compte le service rendu par l'énergie facile, comme on l'a avec le pétrole et puis également avec le charbon. Alors pour essayer de le comprendre, ce service rendu par cette énergie, je vous invite dès demain à utiliser votre voiture. Si vous avez le bon goût de ne pas avoir de voiture, empruntez-en une à quelqu'un. Et par exemple, pour comprendre ce qu'on peut faire avec 1 litre d'essence. Avec 1 litre d'essence, on peut faire 15 km. Donc je vous invite dès demain à pousser votre voiture sur 15 km. Je ne vous parle même pas de la pousser à 50 ou 100 km/h. Non, non, déjà juste la pousser sur 15 km. Et là, vous comprendrez peut-être un peu physiquement ce que représente ce litre d'essence qui coûte quoi? 1,50 €. Alors, l'autre énergie, l'autre façon de mesurer l'énergie, c'est le kilowattheure. Avec 1 kWh, on peut cuire
un poulet, un gâteau dans un four. C'est ce que consomme un radiateur, petit radiateur hein, qui fonctionne pendant 1 heure. Tiens, les lampes, là, je crois qu'elles font 1 kilowatt aussi. Je sais pas. Alors, pour réussir à produire 1 kilowattheure, il faut pédaler sur un vélo pendant 10 heures. Voilà. Alors, sur ce principe-là, certains se sont amusés à calculer combien il nous faudrait d'esclaves pour répondre à nos besoins énergétiques si on n'avait pas ces énergies faciles. Ils ont calculé pour un Français moyen, il faudrait entre 100, même 400 esclaves énergétiques. Et certains, d'ailleurs, se rappellent qu'il est fort probable que l'abolition de l'esclavage a été possible grâce au recours massif au charbon. Ah non. Ah non, c'est pas ça qui est en train de... Ça va pas revenir. Parce que si on manque d'énergie... Oh non, pas l'esclavage. Moi, je m'en fous. J'ai une pratique énergétique. Je me suis quand même demandé à un moment comment ça se faisait qu'on utilisait le mot énergie à la fois dans le tai chi chuan, le massage, mais également pour l'énergie thermique, l'énergie mécanique, électrique. En psychologie, hein, on utilise aussi beaucoup le mot énergie. Tiens, aujourd'hui j'ai de l'énergie, hier j'en avais pas. Pourtant, c'est des domaines qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans tous ces domaines, on a utilisé le mot énergie quand on se rendait compte qu'il se passait quelque chose, mais qu'on n'arrivait pas à comprendre ce que c'était. Bon, en sciences physiques, on a mis des formules mathématiques dessus, donc là c'est du concret. N'empêche que moi j'ai beaucoup travaillé dans le solaire thermique et je continue à trouver ça un peu magique, que le soleil nous chauffe depuis si loin. Bon, où est-ce que j'en étais? Ah oui, je vous racontais ma vie. Parce que c'est un peu ça le principe d'une conférence gesticulée. C'est que c'est comme une conférence normale, sauf que le conférencier, il vous raconte un peu sa vie. Enfin, c'est quand même pour illustrer le sujet. Donc, ah oui, j'ai fini mes études, j'ai réussi à avoir mon diplôme. Alors, eh bien, j'ai cherché du travail. Alors, j'ai acheté un pantalon à pince pour passer des entretiens, pour avoir un chouette travail. Et le premier boulot que j'ai réussi à trouver, c'était en thermique spatiale. Je faisais des calculs thermiques sur des satellites. Bon, pour une écolo, c'était déjà un peu limite, hein, des satellites de télécommunication, téléphone portable, télé, c'était un peu moyen. Hein, bon, ça passait encore. Non, c'est quand ils m'ont mis sur des satellites militaires. Là, je me suis dit, Gwenine, il faut réagir. Alors, j'ai cherché du travail ailleurs et je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas parce que j'avais mis un critère. En fait, je ne souhaitais pas être utile à l'environnement nécessairement. Je voulais juste ne pas être nuisible. Eh bien, je ne trouvais pas. C'était en 2002, rien du tout, pendant des mois. Et puis un jour, je tombe sur une annonce, un bureau d'études spécialisé dans l'environnement. Et il cherchait quelqu'un qui avait un profil comme le mien. Alors, j'ai tout de suite appelé. Oui, bonjour, je suis tombée sur votre annonce, mon profil peut correspondre. Oui, effectivement, nous cherchons des personnes pour travailler sur un projet de canal
Donc construire un canal entre Montpellier et Barcelone. Parce qu'il se trouve que l'Èbre, qui est le fleuve qui passe à Barcelone, va être détourné vers l'Andalousie pour le tourisme de masse et l'agriculture intensive. Et donc, à Barcelone, ils vont manquer d'eau. Or, comme le Rhône a déjà été en partie détourné jusqu'à Montpellier, eh bien, il n'y a qu'à construire un canal entre Montpellier et Barcelone, à travers les Pyrénées. Ah, ben, c'est une drôle de coïncidence parce que je viens d'aller passer quelques jours de vacances dans le delta de l'Èbre, le fameux fleuve de Barcelone. Et là-bas, il y avait des pancartes partout, et même des inscriptions peintes sur les draps et accrochées au balcon, no transvasemante, en catalan. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ils n'avaient pas l'air contents. Oh, mais c'est formidable! Vous connaissez déjà ce projet? Écoutez, postulez, vous avez toutes vos chances d'être embauchés. La biodiversité. C'est très important de préserver la biodiversité, et en particulier sur ces zones humides, comme le delta de l'Èbre et le delta du Rhône. Il y a aussi un coin vers Nantes, il y a une zone humide qui est à préserver, par exemple. Parce que ces zones humides, ce sont des zones particulièrement favorables au développement du vivant. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a déjà eu de très nombreuses espèces qui ont disparu et d'autres qui sont menacées à cause des activités humaines. Alors, ça peut nous toucher à différents degrés. Par exemple, en Chine, ils ont arrosé de pesticides dans les années 80. Donc, depuis, il n'y a plus d'insectes sur place. Ça veut dire qu'il n'y a plus de fleurs sauvages non plus. Et puis, comme ils vivaient de l'agriculture, eh bien, ils doivent maintenant polliniser à la main chacune des petites fleurs de leur verger pour pouvoir s'alimenter. Toutes ces espèces qui ont disparu, c'est le fruit de millions d'années de développement, de sélection et d'évolution qui sont irrémédiablement exterminés. Alors, certains disent oui, ben, c'est pas la première extinction. Effectivement, il y en a déjà eu d'autres. On a l'image des dinosaures en tête. Celle-ci, c'est la 6e grande extinction de notre planète. Elle est entre 10 et 100 fois plus rapide que la pire des extinctions qu'il y a jamais eu jusqu'à maintenant. L'espèce humaine est une espèce insensée. Elle vénère un Dieu invisible et détruit une nature visible, sans se rendre compte que c'est cette nature visible qui est justement son Dieu invisible. Oui, bon, vous n'êtes pas venu là pour entendre des choses un peu tristes comme ça, mais pour écouter ma vie. Donc, je vous dis... Ah oui, je n'ai pas répondu à l'annonce en fait, vous en doutez. Et puis, à ce moment-là, j'ai lu ce gros bouquin que certains connaissent peut-être, assez complet, qui prenait domaine après domaine, l'eau, l'air, la terre, l'énergie, etc. Domaine après domaine, il faisait le bilan de là où on en était d'un point de vue écologique. Bilan déjà désastreux, mais non content de faire le bilan, et bien à la fin de chaque chapitre, les auteurs expliquaient ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, les entreprises, et puis également les décideurs. Moi, j'ai lu ce livre en 2003. Il était sorti en 2000. Et je me suis dit,
on sait tout ça et on fait rien, on est foutu. On est foutu, je me suis dit, il nous reste quoi, 10 ou 15 ans à vivre. Moi, je vais profiter de la vie tant qu'il y en a. Et c'est à ce moment-là, donc en 2003, que je suis partie faire du massage. Je suis partie dans le sud, au bord de la Méditerranée, avec mon amoureux. Et puis, bon, le massage, j'en faisais un petit peu, bon, pas énorme. On vivait un peu d'amour et d'eau fraîche quand même, hein, je dois le dire. Mais c'était quand même des années heureuses pour moi. J'étais bien, j'étais heureuse, quoi. J'étais comme si j'étais sur un nuage, comme ça a duré plusieurs années. Et puis en 2006, c'est comme si j'étais descendue de mon nuage en parachute, mais sans parachute. Splash. Le jour où je me suis rendu compte que mon amoureux me trompait avec une amie. Bon alors, je ne sais pas si vous savez, mais les villages dans le sud de la France, tout se sait. Et tout le monde savait. Même mes amis n'ont pas osé m'avertir. Même ma famille n'a pas trouvé les mots. J'ai envisagé l'irréparable. Mais bon, vous savez comment on est, nous les écolos, on n'aime pas le gaspillage. Alors je me suis dit, ok, ma vie elle est foutue, je pense que je m'en remettrai jamais, mais ça peut peut-être servir à autre chose. Et je me suis dit que j'allais consacrer ma vie à une noble cause avec abnégation. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de sauver le monde. Non, parce que moi je suis plutôt calme en général, mais je connais un truc, c'est l'énergie du désespoir. Et alors là, je peux vous dire que j'avais un niveau d'énergie, mais alors un maximum. Je me sentais capable de déplacer les montagnes, hein, mais vraiment. Et je vous assure que c'est vrai, je me sentais parfaitement capable d'aller voir chaque chef d'État, un par un, du monde entier, et de le prendre par le cou et de lui dire « Il faut faire quelque chose contre le changement climatique !» Et oui, 2006, on était déjà bien au courant du changement climatique. Bon là maintenant je pense qu'avec la COP21, j'ai plus besoin de vous raconter le truc, là tout le monde est au courant. Ça chauffe. Est-ce que vous avez entendu parler du basculement climatique, du risque d'emballement climatique? Un petit peu? Non? Alors il y a déjà une chose qui est assez simple à comprendre. En fait il y a 4 choses qui risquent de faire un phénomène d'emballement. Le premier, il est simple à comprendre. C'est qu'au niveau des calottes polaires, eh bien, ça fait comme une couche blanche qui réfléchit les rayons du soleil. Et on a tous expérimenté, quand on est habillé en blanc, on a moins chaud que quand on est habillé avec des couleurs foncées. Donc si les pôles fondent, la planète devient de plus en plus foncée, et après, elle se réchauffe toute seule, quoi. Autant au départ, on est là maintenant, tout le monde est d'accord, hein, c'est bien l'humanité qui réchauffe la planète. Mais après, il y a un moment où c'est incontrôlable. Ça, c'est le premier des 4 phénomènes. Les 2 phénomènes suivants, ils se passent au niveau des océans. En fait, les océans absorbent encore plus de CO2 que les forêts. Donc le CO2, le gaz à effet de serre. Et ça se passe au niveau de la couche supérieure des océans, avec des micro-organismes qui absorbent ce CO2. Et cette couche superficielle de l'océan, elle est renouvelée en permanence, parce qu'au niveau des pôles, avec la fonte des glaces, cette couche se retrouve en bas, et donc elle est renouvelée, et ça fait un phénomène de tapis roulant. Tant qu'il y a de la glace qui fond sur les pôles. Deuxième phénomène qui se passe au niveau des océans, cette fois-ci, ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir avec la température. C'est juste le fait que plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus il y a une réaction chimique qui fait que l'océan s'acidifie. C'est justement ça qu'on appelle l'acidification des océans. Et ça, c'est pas du tout bon pour ces organismes vivants qui absorbent du CO2. Le pire, c'est qu'en mourant, ces organismes qui subissent l'acidification, eh bien, ils relarguent dans l'atmosphère
des gaz à effet de serre. Le quatrième phénomène, il se passe au niveau du permafrost, des couches, des endroits très froids de la croûte terrestre, qui étaient tellement froids que c'était gelé toute l'année, en permanence. Et là, c'est en train de fondre. Donc cette croûte qui était dure et gelée, elle se ramollit, et on voit sortir du sol des énormes bulles de méthane. Ça fait des cratères monstrueux. Il y en a un qui fait 20 mètres de large, le cratère. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2. Ça veut dire que 1 kg de méthane, ça a le même pouvoir que 25 kg de CO2. Et tout ça est en train d'être largué. La question qui se pose, c'est à quel moment il est le point de non-retour? À quel moment ce basculement il a lieu? C'est très difficile, quasi impossible à déterminer avec certitude. Certains scientifiques ont avancé que ce point de basculement il serait quelque part entre plus 1,5 degré et plus 2 degrés de réchauffement climatique. Et par ailleurs, les experts du climat ont chiffré que l'on avait une chance sur 3, bon, vu le sujet, on va plutôt dire 33% de risque, que les plus 1,5 degrés, ils soient déjà là en 2020. Ok. Donc ça veut dire qu'à certains endroits du globe, il va y avoir des canicules. À d'autres endroits, il y aura des ouragans, de la désertification, des inondations, des famines. Les niveaux de la mer vont monter. Et puis, eh bien, si les glaciers d'altitude fondent, alors ça veut dire que les rivières seront plus alimentées pendant l'été. Ça veut dire qu'on va avoir un mal fou à s'irriguer, des famines, des exodes massifs, des guerres. Ça, c'est du Qigong. Ça relaxe bien aussi. Ça fait du bien. C'est un peu comme du Tai Chi Chuan, sauf qu'on répète plusieurs fois le même mouvement. C'est plutôt une gymnastique de santé. Voilà. Ah oui, alors, donc, moi, je voulais sauver le monde. À ce moment-là, mais en fait, au bout d'un moment, enfin, je me suis calmée, quoi, les émotions sont un peu retombées. Et puis surtout, je ne savais pas par quel bout prendre le problème concrètement pour être utile. Alors je me suis dit que ce fameux diplôme en énergétique, il pourrait me servir à quelque chose pour le climat, à condition de le verdir un petit peu. Alors je me suis lancée dans une formation en énergie solaire. J'ai refait un master en énergie solaire. Et suite à ce master, on m'a proposé un travail à l'Institut national d'énergie solaire, quelque part en Savoie. Alors pour moi, la Savoie, c'est une espèce de grande station de ski géant. Et moi, j'aime pas le ski. Alors, ils m'avaient proposé un CDD d'1 an. Je leur ai dit qu'en 6 mois, j'aurais largement le temps de faire le travail qu'ils me proposaient et qu'après, j'allais sauver le monde. Et puis, eh bien, j'ai découvert la Savoie. Avec ces saisons bien marquées, qui fait que la nature, elle est très présente. Vraiment, j'ai adoré. Et puis, des conditions de travail super. Le travail était intéressant, des collègues vachement sympas qui sont devenus des amis, un chef vachement bien aussi, c'est rare, alors faut le noter. Bref, le jour où ils m'ont proposé un CDI, eh ben, j'ai accepté. Bon, allez, je dois le reconnaître, la paye qu'ils m'ont proposée m'a quand même bien motivée aussi. Bref, je me suis un petit peu embourgeoisée. Je me suis même carrément embourgeoisée parce que je suis tombée amoureuse d'un collègue de travail à moi, lui aussi ingénieur,
en CDI. Alors, vous savez que ce qui se passe quand deux bourgeois se mettent ensemble? Ils parlent des affaires de bourgeois. Oui, et les affaires de bourgeois, c'est surtout de commencer par s'acheter une maison. Et quand on achète un bien immobilier comme ça, il y a l'histoire du compromis de vente. Alors d'abord, on rencontre le notaire pour dire avec le vendeur, oui, on s'engage à acheter, puis on a 3 mois devant nous pour aller rencontrer les banques et leur demander de nous prêter gentiment de l'argent. Moi, pendant ces 3 mois-là, j'ai suivi le CAC 40 tous les soirs à la radio, parce que j'avais surtout peur que les banques, elles me volent mon argent. Non, parce que c'est déjà arrivé, ça, hein, des crises économiques en Grèce, en Argentine. Hein. Quand les grands de ce monde ils font faillite, hein, c'est les petites gens qui n'arrivent plus à retirer leurs billets au guichet. Ça peut arriver. Hein. L'économie. On a un système économique qui fonctionne tant qu'il y a de la croissance. Or, premièrement, c'est cette croissance de consommation qui fait qu'on a surconsommé notre planète. Et puis en plus, à un moment, c'est pas possible de croître toujours indéfiniment. D'ailleurs, celui qui pense qu'une croissance illimitée est possible dans une planète limitée est soit un fou, soit un économiste. Disait Kenneth Boulding, économiste. Mais qu'est-ce que c'est finalement ce système économique dans lequel on est, qui tourne comme ça? En fait, les prémices de ce système démarrent au moment de la Renaissance, vers 1500. C'est à ce moment-là qu'on met en place le salariat. Avant, ça n'existait pas. Et puis, on met en place aussi une institution qu'on appelle les banques, qui permettent de faire du commerce à longue distance et de pouvoir échanger des monnaies. Le temps a passé, et puis il y a eu la Révolution française. Et grand moment, grand élan de liberté, et demande parfaitement justifiée, je le reconnais, la volonté de pouvoir entreprendre librement, de créer son activité. Et c'est là qu'on a commencé vraiment à généraliser, enfin même démarrer la libre entreprise, ce qu'on peut appeler le libéralisme. Pourquoi est-ce que je fais un cours d'histoire sur notre système économique? Juste pour qu'on arrive à se rappeler qu'il y avait d'autres systèmes économiques avant. Ils n'étaient pas forcément mieux, hein, mais ils étaient différents. Donc c'est possible d'imaginer qu'il puisse y avoir un autre système économique après. Alors je reviens sur l'histoire de l'économie, et en particulier la Révolution française, avec la séparation de l'Église et de l'État, et également la Déclaration des droits de l'homme. Dès l'article 2 des droits de l'homme, il est écrit que la propriété privée est un droit naturel, inviolable et même sacré. Bon ben moi ça m'arrange, parce qu'en fait on l'a acheté. On a acheté notre maison, c'est comme si on avait découpé la planète, qu'on avait décidé que ce petit bout-là, il est à nous. Il est à nous, rien qu'à nous, on en fait ce qu'on veut. C'est notre bout de gâteau, notre bout de planète à nous. Si on veut, eh ben, on empêche les abeilles de venir butiner nos pâquerettes. Les fourmis, c'est pareil, elles sont à nous aussi parce qu'on a acheté ce petit bout de terrain-là. Bon. Revenons à notre système économique. Donc, qui est basé sur la croissance. Et effectivement, il y a depuis fort longtemps une croissance économique liée à une croissance de consommation, une croissance démographique exponentielle. On a maintenant également de la mondialisation, et ça représente une myriade d'acteurs économiques, et donc d'autant plus d'interactions entre tous ces acteurs. Ça fait un réseau où on est tous liés
les uns aux autres. Si on prend en compte la fragilité de ce système-là, qui est renforcée par le fait qu'on va favoriser le fonctionnement en flux tendu, ça veut dire qu'on ne fait pas de stock de marchandises, on va produire au fil de la demande, et qu'on favorise l'endettement plutôt que l'épargne, eh bien ça renforce encore cette fragilité. Et ça commence à ressembler à un énorme château de cartes où on est tous dépendants les uns des autres et si une carte tombe, alors le château s'effondre. C'est ce qui s'est passé avec la crise des subprimes, qui aurait pu rester un phénomène localisé entre des banques et des personnes ayant voulu acheter leurs biens immobiliers, mais du fait du fonctionnement du système économique, ça s'est répandu sur l'ensemble de la planète et ça a fait la crise de 2008 qui a été si grave, mais qui a été quand même relativement bien gérée, parce que ça aurait pu être pire. D'après certains, elle était encore pire que la crise de 1929. Et donc ces crises se répandent sur l'ensemble de la planète. Alors, la prochaine crise, ce ne sera pas les subprimes, j'espère, mais ça peut être une catastrophe naturelle, une épidémie, une révolte sociale. En tout cas, c'est possible, c'est même fort risqué qu'il y ait un effondrement économique. Un banquier d'affaires me l'a confirmé en janvier d'ailleurs, il travaille à la Défense dans une grande banque, donc il est bien placé pour dire que c'est sérieux. Alors, on devrait se réjouir, puisque c'est le système économique qui fait qu'on détruit notre planète. Ça semble inévitable, ça semble souhaitable, c'est génial. Ouais. Sauf quand on prend en compte le fait que c'est des millions de personnes poussées dans la misère qui sont mises à la rue, et on ne peut absolument pas se réjouir ou s'impatienter d'un effondrement économique. Moi, il y a autre chose qui me choque particulièrement dans le système économique, c'est à quel point les inégalités de richesse sont aggravées. Si on considère que l'ensemble des richesses mondiales, c'était un gros gâteau au chocolat, un bon gros gâteau d'anniversaire, eh bien, on pourrait dire que les richesses sont réparties de la façon suivante. On coupe le gâteau en 2 parts égales. Ah, c'est pas égal là. Je recommence. En 2 parts égales. Et on va donner une partie à une personne et le reste à 20 personnes. Oui, parce que c'est pas du tout égalitaire comme système. 40 personnes. 60 personnes. 80. 99 personnes. La répartition actuelle des richesses, ça donne ça. Il y a 1% des humains qui possèdent autant de richesses que 99% autres. Non mais, vous imaginez qu'on nous fasse un coup comme ça, un gâteau d'anniversaire? Non mais on pète un câble. Mais fort. Bon, moi, je ne sais pas me mettre en colère. C'est un tabou dans mon éducation, j'ai vraiment une difficulté à me mettre en colère. Et pourtant, c'est vraiment important pour la santé, entre autres. Alors heureusement, j'ai un exercice de Qigong pour pouvoir m'entraîner à me mettre en colère. Et pour faire cet exercice, je vais faire appel à une bonne volonté, quelqu'un qui voudra bien tirer au sort parmi 8 riches emblématiques que j'ai sélectionnés pour vous. Donc on a Amancio Ortega, qui n'est pas très connu, pourtant c'est le 2e plus riche au monde, il est entre autres à la tête des vêtements Zara. On a aussi comme marque Microsoft, L'Oréal, Google, 2 fois Google, Facebook, on a LVMH, si vous voyez qui je pense, et puis Amazon aussi. Voilà, alors est-ce que quelqu'un veut bien tirer au sort
une de ces cartes. Ah, Liliane Bettencourt. Liliane Bettencourt. C'est quand même la classe. Parce qu'au moins, c'est une femme. Hein. Il y a très peu de femmes dans les plus riches au monde. Hein. Donc, alors, c'était il y a un an. Elle était la 11e plus riche au monde et la première française. Elle est à la tête de 36,1 milliards de dollars. Alors, imaginons qu'il lui reste 91 ans à vivre. Bon, imaginons. Il reste 91 ans. Eh bien, même sans travailler, sans avoir besoin de toucher une retraite, sans avoir besoin de placer son argent, non, rien de tout ça. Hein. Juste avec les 36,1 milliards de dollars qu'elle possède, elle pourrait dépenser chaque mois 36,1 millions de dollars pendant 80 ans. Alors, je me concentre sur Liliane. Ça fait du bien. Merci Liliane. Je suis trop une rebelle. Je suis trop me battre. Ouais. Ouais, enfin, en attendant, je suis quand même propriétaire de ma petite maison. Mon petit mari, ingénieur. J'ai mon petit boulot aussi en CDI. Mon petit boulot. C'est au niveau du petit boulot que ça n'a pas été bien. En fait, au début, c'était intéressant ce qu'on me faisait faire au travail. Au début, j'étais dans la climatisation solaire. Alors, si, on peut faire du froid avec du chaud. Mais par contre, là, j'ai pas du tout le temps de vous expliquer comment ça marche. Après, on m'a mis sur le stockage intersaisonnier de chaleur. Parce qu'en été, on a du soleil et pas besoin de chaleur. Et on a même trop de chaleur. Alors qu'en hiver, au moment où on a besoin de chauffage, eh bien c'est là où on manque de soleil. Donc l'idée de stocker de l'été vers l'hiver, c'était vachement bien. Bon, les procédés sur lesquels je travaillais, ils avaient un temps de retour sur investissement d'à peu près 1 à 2 siècles. Mais c'était de la recherche, ça valait quand même le coup d'essayer d'améliorer, de trouver des nouveaux produits pour que ce soit moins cher. Enfin, ce qu'il y a, c'est que sur la fin, ce qui comptait, c'était plutôt de relancer l'économie du pays plutôt que de faire la transition énergétique. Et donc le renouvelable, c'était un moyen comme un autre de relancer l'économie. Et donc on faisait de plus en plus des gadgets solaires. Le dernier qu'on m'ait proposé consistait à faire des pots de fleurs chauffants. Alors, moi j'avais une mission et j'étais très très loin du pot de fleurs chauffant. J'ai dit stop. Stop, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. J'ai arrêté mon travail et là je me suis dit mais maintenant qu'est-ce que je fais quoi? Il y a une expression dans ces cas-là qui dit « pose tout par terre, on va trier ». Non, parce que franchement, Gwenny, s'il y avait un vrai problème écologique, tu ne serais pas la seule à t'en préoccuper. On ferait quelque chose si c'était vraiment grave. Ton truc de la fin du monde, ça doit être une paranoïa, là, c'est pas possible autrement. Les Gaulois, ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Et puis après, il y a eu le bug de l'an 2000, il s'est rien passé. 2012, le calendrier Maya. Ah non, mais le coup de l'apocalypse, c'est vendeur. Hein. Oh là 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 là. Oh, faut que je fasse hyper gaffe à ce que je leur dis, moi. Parce que c'est un coup des sectes, la fin du monde. On va m'accuser d'être un gourou et de leur dire des trucs. Oh là là, mais pire que ça. La secte à la mode en ce moment, c'est Daesh. Et ce que tu es en train de leur raconter, c'est exactement ce qu'ils disent aux jeunes pour les enrôler. Non
manque de spiritualité dans la société, société consumériste, la fin du monde, l'apocalypse. Ne vous inquiétez pas. Restez calme. Ne sortez pas, restez ici, respirez. Tout va bien. Tout va bien. Je me suis renseignée, j'ai lu beaucoup de livres parlant de cette question-là, et je peux vous assurer que ce n'est pas la fin du monde. Non, ça s'appellerait plutôt un effondrement de civilisation. Parce qu'en fait, j'arrive pas à imaginer que l'humanité puisse disparaître, moi. Je me dis qu'il en restera toujours quelques dizaines, quelques centaines, milliers. Je suis tombée sur 2 études qui tombent sur le même chiffre. Alors, je ne sais pas comment on fait pour calculer combien il reste d'humains après l'effondrement, hein, mais alors, ils sont tombés tous les deux sur le même chiffre, 2 milliards d'humains. Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce qu'on était 2 milliards sur Terre? Avant la 1800. On n'est pas loin, on n'est pas loin. 1930. Bon, mes grands-parents, ils étaient ados en 1930. C'est pas le Moyen-Âge. C'est pas un but en soi d'être 9 milliards, 10 milliards, 2 milliards, c'est bien aussi quand même. Non, c'est comment on passe de 7,5 milliards à 2 milliards. Non, non, mais c'est pas possible. Il doit y avoir des solutions. On doit pouvoir faire quelque chose. Il est encore temps de réagir. Bon, l'économie, elle est tombée aussi. Voilà, on va reprendre chaque sujet un par un et on va voir qu'il est possible de faire quelque chose. Alors, la biodiversité. On peut protéger. Première chose, à mon avis, c'est d'arrêter les pesticides. Insecticides, fongicides, herbicides, stop. Hein. À chaque fois qu'il y a le mot cide, ça veut dire tuer quand même. Hein. Bon, les OGM, ils sont toujours associés aux pesticides, donc on les vire en même temps. Évidemment, il faut protéger les zones favorables à la biodiversité, donc je rappelle, les zones humides. Dans les océans, pareil. Il faut calmer la pêche. Il faut même arrêter un petit peu pour que les poissons ils puissent se renouveler. Dans le lac, c'est pareil aussi d'ailleurs. Pollution de l'air, la pollution de l'eau. Il faut arrêter aussi. Bon, bref. On a des solutions pour arrêter, stopper l'effondrement de la biodiversité. Encore faut-il les mettre en place dès maintenant et partout dans le monde. Ensuite, climat et énergie. Parce que bon, il faut reconnaître que ça va quand même vachement bien ensemble. Mais là aussi, il y a des solutions. À l'échelle nationale, il y a les travaux de l'association Négawatt, avec un N, c'est un jeu de mots, hein, pour dire comme si c'était négatif. L'association Négawatt propose des scénarios de transition énergétique qui montrent qu'il est possible d'être 100% renouvelable en 2050 et de ne pas dépasser les plus 2 degrés de réchauffement climatique qui sont fatidiques. Mais c'est vraiment une étude béton, hein. Ils ont modélisé heure par heure la consommation et la production d'électricité, ils ont pris en compte que des technologies nature, hein, des choses qui existent déjà aujourd'hui. Alors comment c'est possible de réussir cette transition-là? Eh bien, en premier lieu, il faut faire preuve de sobriété. Ça veut juste dire arrêter le gaspillage, juste utiliser l'énergie dont on a besoin, et c'est tout. Ensuite, faire preuve d'efficacité. Avoir des appareils qui ont un bon rendement et qu'il y ait le moins de pertes possible. En particulier, bien isoler les logements. Et une fois qu'on a réussi à réduire la consommation grâce à la sobriété et à l'efficacité, alors il est possible de sortir du nucléaire, des énergies fossiles et de devenir 100% renouvelable. Et c'est pas en perdant en confort, hein, bien au contraire, hein, sur bien des points on peut gagner en confort. Donc voilà, c'est parfaitement possible. Il faut le faire dès maintenant et partout sur la planète. C'est ça le problème.
l'économie. Bon, là, on a du lourd. Pourtant, il y a plein de solutions alternatives qui émergent, qu'on peut englober dans le grand champ de l'économie sociale et solidaire. Il y a en particulier les monnaies locales qui se développent, et puis également tout le champ de l'insertion, tout ce qu'on va pouvoir mettre dans l'économie sociale et solidaire, la vente directe, acheter directement aux producteurs, les AMAP. En fait, ça représente 10% des emplois en France, l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment super. En même temps, moi, j'ai pas l'impression que ça va nous permettre de changer de système économique suffisamment rapidement. Pour changer de système économique, moi j'ai une proposition depuis des années, c'est la notion d'abolition de l'héritage. Parce que moi je trouve que c'est un système particulièrement injuste. On bénéficie déjà du bagage culturel de nos parents et en plus, certains héritent d'un beau cadeau alors que d'autres héritent de rien. Bon, je sais, on tombe toujours dessus avec l'héritage, c'est pas hyper bien vu. Bon, je ne me suis pas présentée, donc vous n'avez pas de souci à vous faire. Non, par contre, il y a une autre notion qui peut être intéressante pour changer de système économique et qui commence vraiment à se développer et à plaire à beaucoup de gens, c'est la notion de revenu d'existence. Mais un revenu d'existence de haut niveau, hein, pas un petit revenu de base qui maintiendrait tout le monde dans la survie et qui permettrait d'arrêter les retraites, l'assurance chômage, les arrêts maladie, tout ça. Non, non, de haut niveau. Hein, donc il y a plusieurs courants là-dedans. Certains disent que c'est minimum 1 500 €, d'autres défendent le 1 800. Il y a aussi la notion de salarié à vie. Donc là, c'est des revenus répartis entre 2 000 et 6 000 € pour chacun. Et là, je pense qu'on peut avoir une solution pour vraiment basculer dans un autre système économique. Il faut le faire dès maintenant et partout dans le monde. Bon, on a des solutions, hein. Alors, oui, je vois bien, vous rigolez un petit peu. Elles ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Mais, quand même, on peut les envisager. Et alors, il faudrait en plus qu'on ait beaucoup de chance. Parce que si on fait tout ce qu'il faut pour la biodiversité, le climat et l'énergie, mais que l'effondrement économique il arrive plus tôt que prévu, alors ça veut dire qu'on n'aura pas les finances nécessaires pour pouvoir investir dans les énergies renouvelables pour sauver le climat et la biodiversité. Le pire, c'est que ça marche dans tous les sens. Si on fait tout ce qu'il faut pour le climat, l'énergie, l'économie, mais que l'effondrement de la biodiversité s'emballe, alors elle peut entraîner tout le monde avec elle. Rien qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la dégradation des services écosystémiques, c'est-à-dire le fait qu'avant la nature nous rendait gratuitement des services, par exemple l'eau des rivières était propre, les sols étaient riches, l'air a été sain et on n'avait pas besoin de se soigner de l'asthme, etc. Je raccourcis la liste. Et bien cette dégradation des services écosystémiques, elle est évaluée à l'heure actuelle à 14 000 milliards d'euros par an. Donc imaginez si ça empire. Bon, on a quand même des éléments tangibles pour se dire qu'un effondrement est fort probable, je ne veux pas dire inéluctable, mais le risque, il est quand même bien là. Avant de continuer, je voudrais vérifier un truc avec vous. Est-ce que j'ai réussi à vous apprendre quelque chose, en fait, depuis le début de la conférence?
Ah oui. Oui. Ah ouais, d'accord. Ok, on savait des choses, mais bon. Donc le réchauffement climatique, vous ne saviez pas en fait. La pénurie énergétique, puis l'effondrement de biodiversité quand même. Bon, l'instabilité économique, je ne sais pas vous, mais on le sent quand même, quoi. Donc ça veut dire que ça, on le sait. On le sait un petit peu, on le sent tous un petit peu. Alors comment ça se fait qu'on n'en entend jamais parler? On n'en entend jamais parler dans les médias, mais même entre nous. Vous en parlez avec vos amis? En famille? Un petit peu? Moi, je fais partie de plusieurs associations écologiques. On commence à peine à en parler, depuis mais vraiment quelques mois. Alors qu'on est quand même les premiers placés pour avoir les infos. On se bat pour sauver le climat et... Oui, mais et si on n'y arrivait pas à gagner notre combat, on n'en parle pas. En fait, on est tous un peu sidérés par l'ampleur du phénomène. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un écart considérable entre le constat objectif, scientifique, et notre capacité émotionnelle et psychologique à appréhender l'ampleur du phénomène. En fait, le travail qu'on doit effectuer par rapport à ces questions-là, c'est quasiment, ça ressemble énormément à un travail de deuil. Mais un deuil un peu particulier. Le deuil de l'avenir, tel qu'on aurait aimé qu'il soit. Le deuil de certains de nos rêves aussi. Il y en a qui connaissent les étapes du deuil? Oui. La première ou une des étapes du deuil, est-ce que... La première, c'est le déni. Je le déni. voir où j'en suis. Non, mais il n'y a pas de réchauffement climatique, tout va bien, les scientifiques vont trouver des solutions, il n'y a pas de problème. Il y a quand même beaucoup de monde qui reste dans le déni. Et ça peut se comprendre, hein, c'est vraiment un phénomène assez grave et c'est un moyen de protection. La deuxième étape, tu veux continuer? La colère. La colère. Mais c'est dégueulasse, il y a des multinationales qui continuent à s'en mettre plein les poches, et puis c'est les plus pauvres qui subissent en premier ces catastrophes-là, c'est dégueulasse. Là, par contre, il n'y a pas énormément de monde, je trouve, qui se met vraiment en colère. Pourtant, dans le domaine qui nous concerne donc ce soir, je pense qu'une bonne grosse colère collective pourrait être salvatrice. Moi je dis ça, je dis rien. Troisième étape du deuil. La tristesse. La tristesse. Voire carrément la dépression. Et c'est évidemment cette étape-là que l'on n'a pas envie de traverser. Et c'est pour cette raison qu'on reste souvent dans le déni. Et moi-même, pour préparer cette conférence, j'ai dû approfondir le sujet et j'ai eu aussi des passages dépressifs dus à la gravité du sujet et à la tristesse que ça provoque naturellement. Pourtant, cette étape-là, elle est indispensable pour atteindre la dernière étape du travail de deuil, qui est l'acceptation. L'acceptation. Accepter les choses telles qu'elles sont pour pouvoir prendre les décisions qui correspondent au mieux à la réalité. Pour pouvoir être en relation directe avec ce qui est là et agir au mieux. Alors, est-ce que j'ai réussi à atteindre l'étape
d'acceptation. En tout cas, je sens que je suis sur le bon chemin, je sais que je suis sur le bon chemin. Et je ne suis pas la seule. On commence à être une petite communauté de gens qui ont fait ce travail de regarder les choses en face et d'accepter le risque fort probable d'effondrement. Sociologiquement, on va distinguer 5 grandes catégories parmi les gens qui ont accepté l'effondrement. Alors, la première catégorie, on les appelle les savabétistes. Savabétistes. L'humanité disparaîtra, bon débarras. Et d'ailleurs, je vais vous raconter que durant ma formation pour apprendre à faire des conférences gesticulées, il y avait une autre personne qui m'a juré qu'elle s'était arrêtée de fumer uniquement pour pouvoir vivre suffisamment longtemps pour voir l'effondrement. Alors, ce qu'on ne sait pas avec les savapétistes, c'est que est-ce qu'ils sont avec nous ou avec les autres en train de subir le cataclysme, ou est-ce qu'eux, ils sont à côté et ils sont contents, mais ils ne sont pas touchés? On ne sait pas. La deuxième catégorie sociologique, on les appelle les aquabonistes. Ouais, ben foutu pour foutu, moi, je vais aller profiter de la vie tant qu'il y en a. Et là, on distingue 2 sous-catégories. Parmi les aquabonistes, certains se retirent de la société et vont profiter des plaisirs qui leur semblent les plus importants, c'est-à-dire retrouver plus de liens avec leur famille, leurs amis, la nature. En gros, qui vont vivre pleinement la sobriété heureuse. Et puis d'autres qui, à l'inverse, vont se lâcher dans l'ébriété décomplexée. Et moi, au niveau où on en est arrivé, avec le bilan actuel, je me sens très mal placée, ou en tout cas, ça ne me semble plus d'actualité de faire de la morale, de moraliser. Qu'est-ce que c'est qu'un aller-retour en avion à l'autre bout du monde, un de plus, un de moins, au point où on en est? Et moi, par exemple, je suis plutôt vertueuse en général, mais j'ai un truc, j'abuse de l'eau chaude sous la douche. Et donc, je suis bien là, je suis sous mon jet d'eau chaude, et je me dis, ça va, Gwenine, ça fait 5 minutes que t'es rincée maintenant, ça suffit. Et quand je fais la relation entre ma culpabilité et le bilan, je me dis, oh bah écoute, on n'est pas non plus à 5 minutes près. Je ne suis pas coupable. Je ne suis pas coupable qu'on en soit arrivé là. Nous ne sommes pas coupables. On est bien plutôt des victimes. Victimes d'un système qui a été mis en place il y a plusieurs générations, plusieurs dizaines d'années, même peut-être plusieurs siècles. Alors, si on n'est pas coupable et si on n'a pas envie d'être une victime, eh ben la solution c'est d'être responsable. D'être responsable de nos actes et de bien réfléchir avant chacune de nos actions et d'avoir en tête les conséquences que ça peut avoir. Voilà. Troisième catégorie sociologique des gens qui ont accepté le risque d'effondrement, ce sont les collapsologues. Ça vient de collapse, qui veut dire effondrement en anglais. Alors moi, j'ai lu plein de livres sur l'effondrement, et donc je peux me permettre de faire des conférences. Quatrième grande catégorie sociologique des gens qui ont accepté l'effondrement, ce sont les transitionneurs. Bon, alors, il faut se préparer à l'effondrement, et donc pour être prêt, il faut d'une part être autonome, surtout en alimentation, donc faire des jardins partagés partout, et puis autonome aussi en énergie, et travailler le mode de gouvernance collective. Bon, là, je me sens pleinement dans cette catégorie-là,
Et je trouve ça assez enthousiasmant de réfléchir à des solutions pour amortir le choc, pour faire en sorte que notre territoire soit résilient, c'est-à-dire qu'il soit prêt à surmonter la catastrophe et à en sortir peut-être même plus fort. En plus, ça permet de faire des choses avec des gens sympas et tout. Voilà, on en arrive à la 5e catégorie. Vous avez sûrement pensé à cette catégorie-là dès le début. Mais si, rien qu'avec le nom de ma conférence. Si, les documentaires là aux États-Unis. Si, mais si, vous voyez bien. Aux États-Unis, là, ils se préparent à une catastrophe. Les survivalistes. Oh, le truc. Attends, ils sont trop ridicules. Ils sont armés jusqu'aux dents comme ça avec leur bazooka pour protéger leur stock de boîtes de sardines qu'ils ont enfermées dans leur bunker. Oh non, c'est nul. Quoique. En tout cas, moi, j'étudie les plantes sauvages, médicinales et comestibles. C'est incroyable le nombre de plantes comestibles qu'on a autour de nous. Bon, forcément, si on va tous aller brouter dans le jardin public, il n'y aura pas à manger pour tout le monde. Mais il n'empêche que c'est vachement intéressant d'étudier cette question-là. Et au niveau médicinal, c'est pareil. Hein. Il y a vraiment des préparations toutes simples, des macérations dans l'alcool, dans l'huile, mais l'huile de table, hein, et même une tisane, hein, bien ciblée, bien préparée, eh bien, ça soigne des fois vachement mieux que certains médicaments. Bon, donc, pour me soigner, pour m'alimenter, je me prépare, et puis j'apprends à me battre aussi. Alors, par exemple, s'il y a quelqu'un qui m'étrangle comme ça, eh bien, je passe mes mains entre ses bras, je mets un petit coup dans les yeux, après j'appuie sur ses bras comme ça, après si j'ai un coup de poing qui m'arrive dans le ventre, hop, je me protège comme ça, et là, coup de genou, coup de pied, coup d'épaule, arrière de la main, attention, un coup de poing qui m'arrive à droite, hop, je me protège le ventre, je recommence, coup de genou, coup de pied, bam, coup d'épaule, coup de coude, là j'attrape une tête, je lui tends le cou comme ça. Après, je tire. S'il est encore vivant, je lui creuse le nez comme ça. Après, je repousse. Hop, comme ça, je me libère les mains. Je le repousse au niveau du ventre. Et si un coup de poing m'arrive dans le ventre, hop, je me protège. Bam, les doigts dans les yeux. Je sais me battre. C'est juste qu'il ne faut pas m'attaquer trop vite. Vous saviez que c'était ça le Tai Chi Chuan? Ouais? C'était une technique de combat comme ça? En fait, c'est normal parce que dans Tai Chi Chuan, il y a Chuan. Chuan, ça veut dire martial ou boxe en chinois. Et moi, ça m'a surpris quand même, parce qu'au début, je faisais ça pour la relaxation, pour être zen et tout. C'était pas facile hein, de mettre des coups de poing aux autres pour m'entraîner. Et il se trouve que justement, moi, c'était ça qu'il fallait que je travaille. D'améliorer ma capacité à me défendre, peut-être même à me battre, au niveau symbolique, hein, battre pour des idées, par exemple. Et par exemple, aussi dans le Tai Chi Chuan, moi je me suis rendu compte que ça m'aidait à me réveiller le matin. Je me réveille beaucoup plus facilement quand je fais du Tai Chi. Alors qu'il y en a d'autres qui vont faire du Tai Chi pour pouvoir s'endormir le soir. Voilà, c'est assez extraordinaire le Tai Chi Chuan. Il y a une chose et son contraire, c'est vraiment très riche. Et ça c'est normal. Parce que dans le Tai Chi Chuan, il y a Tai Chi, gagné. Tai Chi, c'est ça. Je suis en train de perdre ma voix, c'est... Heureusement que j'ai un micro. Hein. Petite tisane.
Petite tisane. Mais j'en ai une d'ailleurs, je crois que ma bouteille est là-bas, si quelqu'un veut la chercher, ça peut nous aider à finir. Elle est là, ma bouteille. Donc, Tai Chi. Est-ce que vous saviez que ça s'appelait comme ça? Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est du yang. Du yang. Et du yang, vous aussi. Vous avez cru que ça s'appelait Yin Yang, moi aussi on m'avait dit ça. Eh bien non. En chinois, ça s'appelle Tai Chi. Alors ça, c'était la première erreur que je faisais sur ce symbole. La deuxième erreur, c'est qu'on m'avait dit que ça voulait dire que dans le bien, il y a un petit peu de mal, et que dans le mal, il y a un petit peu de bien. Oui, en fait, non. Ça veut surtout dire qu'il n'y a ni bien ni mal, puisque ça veut dire que dans chaque chose, il y a son contraire. Donc j'ai donné deux exemples sur le Tai Chi Chuan, relaxation, combativité, se réveiller, s'endormir. Et on peut prendre d'autres exemples, la lumière et l'obscurité. Quand on regarde la lumière dans les yeux, par exemple, il ne faut pas que je regarde la lumière dans les yeux, parce que sinon, je vais avoir une tache noire, je ne vais plus rien voir. Et à l'inverse, quand on est dans l'obscurité, et bien, au bout d'un moment, on finit par voir clair. Et en fait, ce principe-là, que dans chaque chose, il y a son contraire, il peut s'appliquer dans tous les domaines. La troisième chose où je faisais une erreur sur ce symbole-là, c'était de le regarder comme ça. En fait, il faut le regarder comme ça. Il doit être vu en mouvement. Parce que ce que signifie cette vague, ça signifie que tout est cyclique. Dans le vivant, tout est cyclique. Le blanc remplace le noir remplace le blanc. Inspire, expire, le jour, la nuit, les saisons qui se suivent. Tout est cyclique. Et mais oui, mais c'est ça. Tout est cyclique. Mais même les civilisations, elles se remplacent comme ça. En Europe, par exemple, on a eu la civilisation grecque, qui a laissé place ensuite à l'ordre romain. Et puis, il y a eu une longue période de Moyen-Âge. Et ensuite, à la Renaissance, on passe d'une économie agraire à une économie industrielle. Et c'est le début de l'ère moderne. Donc, ça veut dire que ce qu'on est en train de vivre, c'est la fin d'une civilisation et donc le début d'une autre civilisation. Les philosophes et les historiens qui travaillent sur cette question-là, qui démontrent qu'on a vraiment pas mal d'éléments tangibles là-dessus, nous rappellent néanmoins que c'est de l'histoire longue. Ça prend vraiment du temps. Et où est-ce qu'on en est, nous, par rapport à ça? Alors, ils chiffrent le début de ce changement de civilisation à 1914. Première guerre mondiale, qui est une guerre absurde, et pas vraiment de raison de partir en guerre. Et surtout une véritable boucherie, un véritable bain de sang, qui symbolise le fait que cette civilisation-là ne peut pas continuer comme ça. Et donc, comme je disais, c'est l'histoire longue, et les changements de civilisation prennent en général 150 ans. Donc, on reviendrait à une situation stable en 2070. Et alors, où est-ce qu'on se situe alors, nous? Il y a une zone de forte turbulence au début, quand les deux civilisations sont à peu près à pouvoir égal. Et le début de cette turbulence, elle serait située à 1973. Premier choc pétrolier qui nous permet de se rendre compte à quel point notre société est dépendante du pétrole. C'est une crise du pétrole qui engendre la première crise économique qui ne sera que le début d'une longue série de crises. Alors comme cette zone de turbulence en général, elle dure à peu près 50 ans, on peut espérer être sorti des turbulences en 2025.
Puis, si on leur demande de préciser un petit peu concrètement le nœud là, alors pour eux, le début c'est 2008. Par contre, ils ne s'engagent pas pour dire quand est-ce qu'on sort du nœud. Alors moi, cette façon d'appréhender les choses, elle m'offre deux jolies perspectives. La première, c'est qu'il faut vraiment que j'arrête de me dire qu'il faut sauver le monde. En fait, il faut l'achever le plus vite possible, ce monde, pour pouvoir laisser un autre monde grandir, naître et apparaître. La deuxième bonne nouvelle, c'est que des changements de civilisation comme ça arrive à peu près une fois tous les 500 ans. Et ça tombe sur nous. Elle est pas belle, la vie. C'est extraordinaire. On ne sait pas encore de quoi va être faite la civilisation suivante, mais c'est en train de se construire aujourd'hui. Ça veut dire qu'on peut se permettre de tout réinventer dans tous les domaines. La gestion de l'énergie, de la nature bien entendu, mais également l'éducation, la politique, le vivre ensemble, etc. Tout peut être réinventé. Alors on a quand même déjà des choses qui ont basculé, qui ont changé. Certains domaines où il y a déjà eu des ruptures fortes. Le premier domaine, eh bien, j'en ai beaucoup parlé, c'est le fait qu'on passe d'une société d'abondance à une société, on pourrait dire de pénurie, mais disons plutôt de frugalité, où on va consommer moins, mais mieux. Deuxième domaine où il y a eu une rupture forte, c'est au niveau des technologies. On passe de technologies mécaniques à des technologies numériques. Je pense que je n'ai pas besoin de vous montrer à quel point nos vies ont changé avec tous ces appareils numériques. Et c'est pas juste nos vies, hein. Même nos façons de penser. En fait, des neurologues ont comparé le fonctionnement d'un cerveau si on regarde un texte, exactement le même texte, hein, sur papier ou sur écran. Le même texte, la même police, tout pareil. Et bien ce ne sont pas les mêmes zones du cerveau qui sont activées. Ça veut dire que les jeunes d'aujourd'hui qui découvrent le monde en partie à travers des écrans, ils ne vont pas avoir la même organisation mentale que nos parents ou nos grands-parents. C'est ni bien ni mal. C'est complètement différent. Troisième rupture que l'on voit nettement dans la société civile, c'est qu'on passe d'une organisation pyramidale à une organisation en réseau. L'organisation pyramidale, elle est très efficace pour faire passer des informations, surtout de haut en bas, parce que c'est une organisation où il y a le moins de liens entre les gens. Et donc, ça permet d'être efficace et rapide dans un certain domaine. Un fonctionnement en réseau, on est donc en lien avec énormément de personnes, et c'est un fonctionnement qui correspond à la complexité du monde dans lequel on vit. Où on a énormément d'informations, et surtout où ça va très très vite. Un manager d'aujourd'hui, il doit prendre 20 fois plus de décisions que le même manager il y a un siècle. Si c'est valable pour un manager, c'est valable pour nous aussi. Hein. Et donc, pour prendre autant de décisions dans un monde aussi complexe, eh il faut être en lien avec plein de gens pour pouvoir avoir rapidement une information ou une aide pour la décision. Et ça, on le voit vraiment se développer de plus en plus dans les petites entreprises et on espère bientôt dans les grandes. Dernière grande rupture, on est passé d'une société vraiment patriarcale, mais même violemment patriarcale, à une société qui s'ouvre
à une égalité entre hommes et femmes. Ce qui est vrai en Occident, mais c'est vrai aussi dans l'ensemble du monde. Cette ouverture, elle est vraiment déjà en train d'exister. Mais c'est pas juste des relations entre hommes et femmes, hein, mais c'est aussi tout un système de valeurs. Peut-être, enfin, on va devoir donner moins d'importance à des valeurs dites masculines et plus d'importance à des valeurs dites féminines. Alors je dis bien dites masculines et dites féminines hein, pour que personne ne se sente enfermé dans un système de valeurs en fonction de l'origine sexuelle qui lui est tombée à la naissance. Hein. Donc dans les valeurs dites masculines, il y a des notions premièrement de compétition, de combativité, qui peuvent aller jusqu'à un esprit guerrier et militaire. Et puis un raisonnement cartésien, rationnel. Et dans les valeurs dites féminines, eh bien, je vais mettre en premier lieu de considérer que le vivant, c'est sacré. Et puis aussi des raisonnements et donner plus de valeur à des choses comme les émotions et l'intuition. Comme je disais, le monde est devenu extrêmement complexe. Et un raisonnement cartésien, ça consiste à avoir bien compris, à avoir découpé le problème en plein de petits systèmes et d'avoir bien compris le petit système. Mais ça ne donne pas une compréhension globale avec toutes les interactions des systèmes entre eux. C'est devenu tellement complexe qu'on n'a plus que les émotions et les intuitions pour pouvoir prendre une décision qui semble la plus juste possible. Donc voilà, donc rassurez-vous, messieurs, il ne s'agit pas de passer dans le matriarcat, que les femmes prennent le pouvoir, il s'agit juste de le partager avec égalité. J'en vois certains qui ont eu peur, qui ont eu plus peur maintenant que pendant tout le reste de la conférence. Non, non, juste le partage. Donc on l'appellera plutôt matrilinéaire, pour montrer l'équilibre mutuel. Alors voilà, on a ici 4 grandes ruptures, 4 ingrédients pour la société suivante. On peut en trouver d'autres également. Donc frugalité, numérique, réseau et, disons, matrilinéaire. Alors moi, avec ces 4 ingrédients, j'arrive à construire une société qui ressemble à quelque chose qui me plaît, quelque chose qui ressemble à ce dont je pourrais rêver. Alors bien sûr, vous avez sûrement un rêve un peu différent du mien, hein, puis chacun va avoir son rêve. Moi, je me dis que si vous êtes là, c'est qu'on doit avoir un rêve, enfin des rêves qui doivent se ressembler à peu près, on doit pouvoir s'accorder. Alors il ne s'agit pas de rêver tranquillement et de laisser la courbe verte faire ce qu'elle veut. Parce que pendant que nous on est en train de rêver, il y en a d'autres qui rêvent aussi. Et leur rêve, c'est pour moi un vrai cauchemar. Pour nous, un vrai cauchemar. Donc, on a un potentiel de faire naître une société qui nous plaît, mais il faut se bouger pour y arriver. Il faut vraiment se mettre en action. Et là, il y a plein d'actions possibles, vu qu'on a tout à réinventer. Il y a des actions individuelles, bien entendu. Et en y réfléchissant, pour moi, les actions individuelles, elles consistent surtout à arrêter d'entretenir la courbe rouge. Par exemple, choisir une banque qui va utiliser notre épargne dans des projets qui ne vont pas détruire l'environnement ou même la cohésion sociale. Choisir un fournisseur d'électricité qui nous vend du renouvelable et 100% du renouvelable. Je donne 2 exemples symboliques, mais il y a vraiment plein d'actions individuelles pour arrêter d'entretenir la courbe rouge. Par contre, pour faire le basculement et participer à la création de la courbe verte, moi, ça me semble indispensable de passer à des actions collectives. Parce qu'à la fois, il va falloir être puissant et aussi intelligent. Et quand on est plusieurs, on est plus intelligent et plus puissant. Et là, je vais distinguer 2 types d'actions collectives.
on va dire schématiquement, les collectifs qui vont lutter contre les grands projets inutiles et imposés, du type Notre-Dame-des-Landes, les lignes à grande vitesse type Lyon-Turin, à quoi d'autre encore, les autoroutes, il faut arrêter avec les autoroutes. Et des collectifs qui, eux, vont plutôt être dans le, on va dire, plutôt la courbe verte. Donc ils vont expérimenter d'avoir un écolieu, un éco-hameau, qui pourrait être autonome en alimentation, en énergie. Moi, ce que je regrette énormément, c'est de voir ces deux types de collectifs. Les collectifs pour, qui travaillent à faire grandir la courbe verte, et les collectifs contre, qui travaillent à faire en sorte que la courbe rouge puisse laisser de la place à la courbe verte, se critiquer mutuellement. Il y en a ceux du collectif contre, ils disent oh, écoutez les petits bisounours, là, vous êtes bien gentils avec votre éco-hameau, mais s'il y a une autoroute qui passe, vous êtes foutus. Et les autres, dans leur éco-hameau, qui disent oui, mais c'est pas bien de lutter contre comme ça, vous êtes dans l'agressivité, il faut arrêter, vous entretenez le système avec votre agressivité. Bon, moi, de mon point de vue, ces deux collectifs, ils sont indispensables. Et finalement, si on choisit un camp plutôt qu'un autre, c'est plus pour des questions de personnalité que de vraiment est-ce que c'est utile ou pas. Alors voilà, c'est pour ça que je pense que ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on aime. D'aller vers le type d'action collective, voire individuelle, hein, c'est ok, qui nous correspond bien, qui correspond à ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, parce que c'est quand on fait ce qu'on aime qu'on est bon. Et alors moi, donc, le domaine que j'aime beaucoup et dans lequel je dis un petit peu moins de bêtises que sur le reste, c'est donc sur les questions énergétiques, de transition énergétique. Et je me suis longtemps demandé, en fait, je suis restée un peu dans l'inaction parce que je ne savais pas quoi faire. Parce que je ne savais pas s'il fallait que je fasse tout mon possible pour éviter la catastrophe, ou bien s'il fallait que je me prépare à vivre la catastrophe et à la surmonter le mieux possible, ou bien s'il fallait que je réfléchisse à l'avenir tel que je l'aimerais. Alors à un moment, je me suis posée. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la catastrophe? Alors je vous l'ai présenté tout à l'heure. Moi, les propositions de l'association Négawatt me semblent vraiment sérieuses et hyper intéressantes. Donc, faire preuve de sobriété, efficacité et renouvelable, c'est ce qu'on peut faire si on veut avoir une chance d'éviter la catastrophe. Ok. Oui, mais si je me dis que la catastrophe est inéluctable et que le mieux pour moi, c'est de m'y préparer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faut que, au moins sur ma maison, mais peut-être même sur mon village, mon territoire, eh bien, il faut qu'on soit autonome en énergie. Il ne faut pas qu'on dépende de l'énergie qui vient d'ailleurs. Pour être autonome en énergie, il faut consommer le moins possible et être 100% renouvelable. Donc en fait, ça peut marcher le scénario Négawatt aussi. Et alors la société de mes rêves, elle ressemblerait à une société autonome en énergie, où on ne gaspillerait pas l'énergie, on n'aurait que des appareils efficaces et puis tout serait en 100% renouvelable. Donc en fait, il faut que j'arrête de me demander ce que je dois faire, puisqu'en fait, dans mon domaine, je vois ce qu'il faut faire et c'est valable quel que soit l'avenir. J'ai pas pu creuser parce que je suis pas spécialiste, mais de ce que je connais du système agricole, du système de l'éducation, du système du politique et du vivre ensemble, et je pense que ça doit être générable à l'ensemble des domaines. Finalement, ce qu'on doit faire pour éviter la catastrophe, c'est la même chose que ce qu'on doit faire pour s'y préparer, et la même chose que ce qu'on doit faire pour construire l'avenir et la société suivante. Alors je ne dis pas qu'il faut arrêter de réfléchir, hein, bien au contraire, hein, mais réfléchir et puis ensuite se mettre en mouvement. Voilà, alors avant de finir ma conférence, je voudrais vérifier un truc
avec tout ce que j'ai dit, puis bon, vous êtes arrivés avec aussi vos convictions, vos forces, etc. Est-ce que maintenant, il y en a encore qui doutent de leur capacité à changer le monde? Avec tout ça, là... Ouais. Ah, je sens qu'il y en a qui doutent encore un peu. Alors, voici un truc. Attention. Non, mais il faut que j'arrête de croire que je suis une fée, moi. D'autant plus qu'on n'a pas besoin de baguette magique pour changer le monde. Le monde, il est déjà en train de changer sous nos yeux. Et on n'a jamais eu autant de pouvoir de créer la société qui nous plaît. Mais alors, mais profitons-en!